Donc j'invite donc Frédéric Klein, délégué régional en charge entre autres du handicap et qui est pilote également du groupe Ressources Handicap à venir me rejoindre. J'appelle également Vincent Pigache, qui est délégué défenseur de droit et également l'ancien secrétaire de l'UD des Hauts-de-Seine. Alors, le syndicat, il a intégré la thématique du handicap dans la résolution d'orientation parce qu'il nous semblait important, en fait, de sensibiliser toutes les sections sur ce sujet afin d'amener les collectivités à porter une politique sur le handicap ambitieuse. Je dis bien ambitieuse, car aujourd'hui, le constat qui se fait dans les 3/4 des collectivités, c'est qu'elles font le strict minimum qu'on connaît tous, respecter les 6% de travailleurs handicapés et de mettre un nom derrière le référent handicap, qui pourtant, le référent handicap, est quand même un acteur clé sur ce sujet et qui est une obligation depuis la loi de transformation fonction publique. Merci Frédéric et Vincent d'être venus pour nous aider à comprendre un peu tout ça. Parce que si je fais le constat sur le Valois, c'est plus simple pour moi de parler de le Valois parce que c'est ma section. Même si ce matin, notre chère DGS vous a vendu le fait qu'elle voulait faire une politique sur le handicap, c'était son objectif de 2025. Effectivement, ça va devenir l'objectif de notre objectif et celui de la collectivité, car ça fait plus d'1 an, par exemple, qu'on a bataillé pour que les agents puissent toucher l'aide des parents enfants handicapés. On a dû faire tract, on avait fait un article dans le journal pour expliquer les droits des travailleurs handicapés. Donc plus d'1 an quand même pour que les agents puissent bénéficier de ça, c'est quand même un peu honteux à notre goût. On a un référent handicap, mais il n'est pas du tout identifié par les agents. Personne ne le connaît ses missions, connaît rien. Personne ne sert, juste on a un nom sur un papier. Voilà. Et du coup, forcément, la collectivité n'a pas de subvention avec le FIP, vu qu'il n'y a pas de politique sur le handicap. Il y a aussi la problématique, on se rend compte que même les agents qui sont reconnus travailleurs handicapés peinent à avoir leur matériel ergonomique. C'est une vraie bataille parce qu'ils donnent des fauteuils dits ergonomiques, mais on se rend compte que ce sont des fauteuils pas du tout adaptés à leurs besoins. Et on est obligé de batailler constamment pour qu'ils puissent avoir le matériel qu'ils ont besoin. Alors on s'est dit aussi qu'il y avait certains aussi agents qui pouvaient, alors peut-être que ça vous allez pouvoir nous en dire un peu plus, peur de se faire reconnaître RQTH, de peur du regard des collègues, le regard des employeurs, le regard la peur de ne pas pouvoir évoluer comme les autres collègues. Et du coup, souvent ces agents-là se retrouvent isolés en fait. Voilà, donc on pense quand même que la CFDT elle a un rôle à jouer pour améliorer la qualité de la vie au travail des personnes en situation de handicap qui peuvent par ailleurs se sentir isolées. Du coup, Frédéric et Vincent, concrètement, comment arriver à mener une politique de handicap sur les collectivités ? Merci Aurélia pour cette présentation et merci à vous toutes et tous de m'inviter aujourd'hui pour cette table ronde. Je vais dérouler mon propos en 2 parties. La première partie un petit peu au niveau législatif, un petit peu pour faire des rappels légaux, etc. de qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme d'handicap et qu'est-ce qu'on peut faire. Et après, une deuxième partie un peu plus longue sur le pratico-pratique. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout cela ? Donc, sur les rappels, les chiffres de 2023
montre quand même que dans la fonction publique territoriale, il y a 6,89% de travailleurs reconnus en qualité de travailleurs handicapés, donc l'obligation légale des 6% est bien dépassée, donc c'est le meilleur élève des 3 fonctions publiques, ce qui correspond à 118 000 bénéficiaires sur les 202 millions de fonctionnaires et contractuels que vous comptez sur la fonction publique territoriale. Donc on peut se dire finalement, la territoriale est plutôt un bon élève. Pour autant, il faut faire quand même très attention, puisque c'est une population qui est très vieillissante, qui sont des agents qui sont souvent en seconde partie de carrière, et avec des situations de santé qui se dégradent de plus en plus. Et le risque qui est tentant par rapport à toutes les municipalités, de se dire, tiens, au bout d'un moment, on va le mettre en retraite pour inaptitude, parce que de toute façon, on ne sait plus quoi leur faire faire, et c'est compliqué. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les 2/3 sont des femmes, et pour la moitié sont en catégorie C, avec aussi énormément de pénibilité, que ce soit physique, et des tâches redondantes et pas forcément très intéressantes. Ça, c'est le source, le FIPHFP. Quand on est reconnu en qualité de travailleur handicapé, ce qui est dit dans la loi, c'est qu'on bénéficie du réseau de placement spécialisé de Cap Emploi, je ne sais pas si vous le connaissez, et de ces programmes d'intégration pour accéder au contrat de travail aidé ou à l'apprentissage pour l'ATSE. Et effectivement, on nous dit que le référent handicap, c'est l'acteur pivot de la politique handicap dans les employeurs publics. Alors, je ne vais pas reprendre ce qui est dans votre orientation, vous le connaissez par cœur, sur la loi de transformation de la fonction publique. De toute façon, c'est dedans, donc je ne vais pas le rappeler. Par contre, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui impliquait de désigner un référent handicap, va plus loin, parce qu'il dit quel est le rôle de ce métier, enfin de ce poste de référent handicap, qui dit qu'il sert à accompagner les agents en situation de handicap tout au long du parcours professionnel, promouvoir et mettre en œuvre une politique RH inclusive au sein de sa structure dans ses dimensions relatives au recrutement, à l'insertion, au parcours professionnel et au maintien dans l'emploi. Les textes sont pourtant clairs. Concrètement, comme Aurélia l'a dit, et c'est très bien dit, effectivement, le référent handicap, c'est un agent administratif qui est issu des RH, qui a plein de missions, parmi tant d'autres, et du coup, il n'arrive pas à aller justement au bout de ses missions. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que les différentes sections doivent s'emparer du sujet et de faire attention à tous ces éléments-là. Et quelque part, j'ai entendu ce matin, ce qu'il faut, c'est oser. Quand nous-mêmes, on n'est pas en situation de handicap, on se dit, aller voir un collègue, là, qui lui-même a un handicap, c'est pas forcément évident, et je vais lui dire quoi? Parce que moi, j'y connais rien, je ne sais pas comment faire, et c'est quand même compliqué. Le premier des éléments à oser, c'est ne pas hésiter de mettre le sujet du handicap en CST ou en formation spécialisée. Puisque ça, de toute façon, il y a au moins une de ces réunions annuelles qui doivent parler de la santé et sécurité au travail. Et donc se dire, là, on aimerait bien qu'on puisse mettre le handicap à ses ordres du jour et qu'il y ait tout le temps des écrits. Si vous accompagnez aussi un agent qui est en situation de handicap par rapport à telle ou telle problématique, j'ai entendu tout à l'heure les sièges ergonomiques, n'hésitez pas aussi, quand vous allez rencontrer le RH ou n'importe qui après, à faire un compte-rendu et de le renvoyer par mail en disant « voilà ce que nous nous sommes dit ». Parce qu'eux-mêmes ne vont pas faire de compte-rendu de toute façon. Par contre, si vous-même vous faites votre compte-rendu en disant « voilà ce que nous nous sommes dit », vous envoyez un écrit. Si jamais vous n'avez pas de retour d'écrit qui vous dit le contraire, finalement, c'est qu'ils acquiescent tous les éléments qui vous ont mis en avant. Des écrits aussi par rapport aux réunions. Ne pas hésiter à faire des comptes rendus et les envoyer sur le handicap en disant, voilà, en gros, les personnes qui sont en situation de handicap dans nos collectivités ont telle ou telle problématique, voilà les ajustements, voilà ce que vous vous engagez à faire. Tout ça pour les mettre devant leurs responsabilités. Et aussi faire le tour un petit peu de tous les services, essayer de ne pas hésiter à poser la question,
êtes-vous en situation de handicap? Voulez-vous en parler? Bien sûr, pas devant tout le monde, parce que ça, il n'y a personne qui oserait le faire. Mais ne pas hésiter à leur demander est-ce que vous êtes en situation qui amène à avoir des ajustements, des adaptations de poste et comment ils sont faits. J'ai entendu tout à l'heure des sièges ergonomiques. C'est quoi un siège ergonomique? Souvent, on vous dit un siège ergonomique, c'est un siège qui est adapté à ma situation. Non. Un siège ergonomique, c'est pas un siège qui est adapté à ma situation. Un siège ergonomique, c'est un siège qui est adaptable à chacun des moments de la journée aussi. On est beau être en situation de handicap, mais entre le matin, le soir, le lundi, le mercredi, le vendredi, à n'importe quel moment, si on a des poussées, etc., on n'est pas dans le même état de santé. Il faut qu'on puisse aussi, à un moment donné, adapter cet outil de travail que l'on a en fonction de l'état de santé auquel on est à l'instant T. Et donc, un siège ergonomique, c'est un siège qui doit être adaptable tout le temps et qu'on nous ait montré comment on peut l'adapter en écran par rapport aux extérieurs, par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'on l'utilise? De la même manière que les exosquelettes. On entend, je vois aussi dans vos résolutions, vous parlez d'IA, il peut y avoir aussi des exosquelettes. On dit, il suffit d'acheter un exosquelette. Non. Il faut aussi que cet exosquelette soit adaptable en fonction de ce que vous allez faire. Il y a plein d'éléments qui nous aident au quotidien. Et on ne devient pas un surhomme si jamais on a des exosquelettes, par exemple. C'est simplement des outils d'aide. Là, par exemple, à la manutention manuelle qu'on doit en faire. C'est essayer de voir aussi, du coup, avec les collègues, ce dont ils ont besoin et ne surtout pas se laisser convaincre par les personnes qui sont en face de nous que tout ce qui est sur le marché aujourd'hui est utile pour nous aider. Il faut qu'on travaille avec les agents qui sont eux-mêmes en situation de handicap pour savoir ce qu'ils en pensent eux-mêmes, comment c'est fait et comment on peut faire en sorte de voir ensemble des propositions qui ne sont pas forcément plus coûteuses de toute façon. C'est juste pour mieux travailler à tous les niveaux. Et quand on parle d'un exosquelette, par exemple, pour une personne en situation de handicap, un autre squelette pourrait très bien l'utiliser. Parce que c'est simplement des aides à la manutention. Et donc, c'est des choses que tout le monde pourra utiliser. Et très souvent, c'est des choses qui sont utilisées par rapport à une situation de handicap. On pense souvent à la personne en fauteuil roulant avec les rampes d'accès. Quand on doit faire du transbordement, des choses comme ça, c'est très utile, ces éléments-là. Ou alors, par exemple, si jamais il y a une personne qui vient avec une poussette ou avec des choses lourdes à porter, mais ça, c'est des choses que l'on peut utiliser à tous les moments de la vie. Et si on regarde d'ailleurs nous-mêmes, les premiers, si jamais on met deux accès, un accès avec des escaliers, un autre avec une pente inclinée, lequel on va prendre? Juste là, c'est pour se donner des éléments par rapport à tous ces éléments-là. Pareil, là, on parle des offres d'emploi. Souvent, qu'est-ce qui se passe? On va plutôt prendre une personne avec le handicap le plus minime possible, pour que justement, qu'il n'y ait pas d'ajustement possible. Et on ne dit pas, justement, quels sont les postes dont pourrait bénéficier quelqu'un en situation de handicap. C'est pas le poste qui est adaptable, c'est juste, on essaie de prendre une personne qui pourrait convenir le mieux possible au poste qui est proposé. Mais c'est pas du tout dans ce sens-là que ça doit être fait. C'est au contraire, essayer de regarder un petit peu les appels à candidature qui existent, quel genre de poste, et qu'est-ce qu'on serait prêt à mettre en place comme ajustement, justement, pour les personnes qu'on va recruter. Mais de la même manière que la personne qu'on vient de recruter, même si c'est un poste bénéficiaire d'une obligation d'emploi, cette personne qu'on recrute n'a peut-être pas forcément envie de dire à toutes les personnes qui sont là, tous ses futurs collègues, avoir une étiquette en disant « Je suis moi-même en situation de handicap ». Comme là, c'est pareil, j'essaie de parler un petit peu plus fort. Ou là, comme ça, c'est un peu mieux. Voilà, c'est un peu mieux que d'essayer de crier. La personne qui est en situation de handicap ne veut peut-être pas forcément dire, comme premier contact, je suis une personne handicapée et je viens travailler avec vous. Parce que tout ce que vous avez dit, tout ce qu'a dit d'ailleurs Aurélia juste avant, l'image des autres, c'est pas forcément évident. Et si jamais on commence avant même de se présenter, on dit tiens, c'est l'handicapé qui arrive, je vous raconte pas. Bon, ça va être le sujet de Vincent juste après sur les discriminations. Mais là, on a déjà une étiquette qui colle à la peau qui est abominable. Puisque là, je ne vous raconte pas tout ce qu'on met derrière ces éléments-là. Donc c'est fondamental effectivement, au bout d'un moment, d'aller voir la personne qui est recrutée, et si jamais elle est même en situation de handicap, est-ce qu'elle a envie de le dire ou pas? Il y en a pour lesquels ça ne pose pas de souci.
il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Pour autant, on n'a peut-être pas forcément envie de le dire à tout le monde. Et donc, c'est de notre rôle aussi d'aller voir les différents collègues en disant si jamais tu veux que ça reste entre nous, c'est possible, mais par contre, dites-moi ce dont vous avez besoin pour travailler comme tout le monde. Une personne en fauteuil roulant qui est dans son bureau avec l'écran qui est surélevé, etc., avec l'accessibilité, etc., quand elle est au travail, elle travaille point. C'est pas une personne en situation de handicap qui travaille. C'est juste une personne qui travaille. Si les ajustements sont mis en place partout, tout le monde travaille et aucun souci. Et même au contraire, il peut se déplacer, aller à la photocopieuse, etc., à partir du moment qu'il n'y a pas des choses qui encombrent toutes les voies de circulation. Donc c'est plein de petites choses auxquelles on ne pense pas forcément et qu'il faut aussi, du coup, aller voir sur place. Parce que très souvent, le poste en lui-même est adapté, les accès jusqu'au poste sont adaptés, mais tous les à côté, finalement, on n'y est pas pensé. Puis c'est vrai qu'on est livré, par exemple, on ramène de papier, etc. le lundi, on laisse ça dans un coin, et puis c'est pas grave, ça attend que la personne soit disponible. Et on ne pense pas peut-être que là, il peut y avoir aussi des gênes pour tout le monde, mais pas forcément à la personne à mobilité réduite, ça peut gêner pour l'ensemble des agents. Et au bout d'un moment, on peut éviter aussi énormément d'accidents par rapport à ça. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que toutes les actions qu'on met en place pour une personne en situation de handicap, tout le monde en bénéficie après derrière. Et donc, on arrive à faire de la prévention parce qu'on anticipe aussi l'organisation du travail. Qu'est-ce que c'est agréable de travailler dans des bonnes conditions plutôt que dans un endroit où finalement, on est tout le temps en train de regarder où est-ce qu'on marche, où est-ce qu'on circule, etc. C'est plein de choses auxquelles il faut penser. Et il faut penser aussi, bien sûr, aux agents, mais il faut penser aussi aux auxiliaires. Il faut penser aussi aux personnes qui sont en phase de stagiarisation. Et j'ai vu aussi ce qui était vraiment bien dans votre thèse d'orientation générale également, tous les aidants. Parce que très souvent, on parle des agents, effectivement, mais on oublie les aidants. Les aidants qui ont des enfants en situation de handicap ou qui s'occupent aussi des proches aidants, les parents là en fin de vie où c'est compliqué, ceux-là, malheureusement, quand ils s'occupent, c'est tout le temps. Quand est-ce que ces agents-là se reposent? Quand est-ce qu'ils ont un temps pour eux? Et même après derrière, même si c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, si c'est sa femme ou si c'est quelqu'un, quand est-ce qu'elle-même s'occupe d'elle-même pour se reposer? Donc, effectivement, on peut donner des jours, effectivement, il y a des choses qui existent, mais si on peut aller plus loin, essayer de contractualiser, pourquoi pas, des accords handicap qui met en avant ces aidants qui ont énormément de passion pour aider les personnes qui sont des proches aidants, certes, mais quelque part, il faut aussi pouvoir avoir du temps pour soi, pour soi-même se reposer, parce que ça, c'est très compliqué. Et quelque part, on dit c'est un privilège que l'on donne. Mais non, c'est pas un privilège, parce que c'est, quelque part, c'est du temps qu'on consacre effectivement, ce groupe qui existe depuis plus de 20 ans. Et on a la chance ici, justement, on a deux membres qui sont là depuis très longtemps dans le groupe. Tout au fond, il y a Nicole Bunel qui justement, en plus, qui a fait toute sa carrière ici, aux santé sociaux, juste à côté, dans le 92, qui a une permanence handicap, justement, tous les premiers mardis du mois, ici, à Courbevoie. Et franchement, qui vous accueille, si jamais vous êtes vous-même en situation de handicap, ou si jamais vous êtes dans un collectif qui veut mettre ça en avant, ou si jamais vous voulez mettre en place des accords, etc., n'hésitez pas à la voir. Il y a Mimia aussi, Interco 93, pardon, qui est aussi dans le groupe depuis très longtemps, et qui a un soutien-appui phénoménal, et qui tient aussi une permanence dans le 93. On a des permanences à Paris, dans le 13e, dans le 19e, dans le 94. C'est un groupe qui est très actif, qui met en place énormément de choses, plein d'initiatives, et qui vient à votre rencontre, notamment aujourd'hui dans les congrès. Et je vous remercie encore de nous avoir invités, parce que forcément, c'est un sujet qui est prégnant. Alors, je vais peut-être dépasser un petit peu le temps d'ailleurs, mais tu me rappelles à l'ordre. Alors, c'est marrant, tout à l'heure, pour les amendements, on ne nous rappelle pas à l'ordre comme ça, là. Mais bon. Waouh, chouette, j'ai de la chance, je suis encore dans les temps, c'est génial. Donc, il y a effectivement ce groupe Ressources Handicap qui est là pour vous aider, vous accompagner, pour vous épauler. Il y a les permanents dont j'ai parlé, et il y a aussi le centre de formation de l'IREF. Donc, je ne vais pas parler du CNFPT, etc., je parle de la région chez nous. L'IREF, là, met en place des formations de maintien en emploi des travailleurs handicapés, notamment. Et, petite nouveauté aussi, bon, je vais vous l'avouer, un petit peu contraint et forcé, puisqu'on a une convention avec la GFIP, qui est le pendant du FIP, là, et qui donc subventionne la région sur des actions sur le handicap.
Et ils ont décidé cette année de ne plus subventionner des actions de formation qui parlent de sensibilisation sur le handicap. Ben, c'est pas grave, parce que ça a été dit là au 31 mars, vous avez vu, hein, c'est pas très vieux. Hein. Ben, on a décidé de rebondir tout de suite. Et donc la nouveauté, c'est la première fois que j'en parle, on va proposer aussi des ateliers du handicap au niveau de la région Île-de-France, justement sur les prises en charge individuelles et collectives du handicap. Donc, le premier atelier du handicap, c'est justement pour accompagner les personnes en situation de handicap, comment est-ce qu'on fait, dans quelle mesure on s'y prend. Après, il y a aussi, pour les secrétaires de section, on va mettre en place justement des ateliers pour aller un petit peu plus loin, pour observer le travail, surtout des personnes en situation de handicap, pour pouvoir identifier les risques et proposer des actions de prévention, justement, que ce soit, si possible, des actions de prévention primaire. Et le troisième, ça va être sur les accords. Et bien évidemment, si jamais vous avez ouvert votre portail adhérent, vous avez vu qu'il y a un site, il y a un portail qui est très bien, qui s'appelle l'ARC, Accompagnement Ressources Conseil. Et je vous invite vraiment à regarder, puisqu'il y a une partie sur la fonction publique, il y a une partie aussi sur le handicap, il y a tous des éléments qui sont vraiment hyper intéressants. Donc, voilà. Donc, il va pas avoir le temps. Là, je vous dis juste, les 3 prochains rendez-vous. Le 16 mai, c'est un webinaire à la région, en 78 rue de Crimée, sur la prise en charge du handicap pour la fonction publique, les 3 fonctions publiques, donc le 16 mai. Le 25 novembre, mais on en parlera sûrement, je vais faire un accompagnement des équipes ici, mais on en parlera sûrement un petit peu plus tard. Et le 4 décembre, chez Mimiosque aussi, Interco 93, mais ça sera pour toute l'Île-de-France. On fait un grand rassemblement du handicap le 4 décembre qui va fêter les 20 ans de la loi du 11 février 2005. Merci pour votre écoute. Donc maintenant, c'est à moi d'intervenir. Donc je vais intervenir en effet principalement sur le rôle du délégué défenseur des droits et son rôle sur les discriminations. Parce qu'en effet, les situations de handicap peuvent conduire à des discriminations. Ils peuvent souvent conduire à des discriminations, voire du harcèlement discriminatoire. Mais avant d'arriver sur cette partie-là, je vais juste vous faire un petit rappel, parce que je pense que certains connaissent le délégué défenseur des droits ou le défenseur des droits. Et juste un petit rappel, qui est le défenseur des droits. Donc tout d'abord, savoir que le défenseur des droits, c'est inscrit dans la Constitution, donc c'est un rôle qui est constitutionnel hein, depuis 2011. Et le délégué, aujourd'hui, c'est une déléguée, c'est une défenseuse de droits, c'est Claire Hédon. Elle est nommée par le président de la République, elle est nommée pour 6 ans, et elle est irrévocable, ce qui lui laisse une autonomie d'indépendance, ce qui veut dire que, bien évidemment, elle ne peut pas être influencée par quelques partis politiques ou par quelques influences politiques. Elle est vraiment, on va dire, indépendante, et c'est le rôle du délégué. Elle va être changée, puisqu'en effet, Claire Hédon a été nommée en 2020. Donc en 2026, on aura un nouveau ou une nouvelle défenseur ou défenseur des droits. Quelles sont les compétences du défenseur des droits? Je vous disais, la lutte contre les discriminations, c'est un de ses rôles, mais il n'y a pas que ce rôle-là. C'est avant tout de défendre le droit des usagers du service public. Ça veut dire que tous les usagers qui ont un souci avec les services publics, CAF, CEPAM et plein d'autres domaines, peuvent en effet solliciter un délégué défenseur des droits, j'y reviendrai puisqu'il y a quand même un grand nombre de délégués sur les territoires, défendre et promouvoir les droits de l'enfant. Hein, le délégué défenseur des droits, en effet, peut intervenir sur les droits de l'enfant, lutter contre les discriminations, veiller au respect de la déontologie de la sécurité, donc en effet de sécurité publique et privée. Hein. Donc un défenseur des droits, si par exemple vous avez un souci, je ne sais pas, dans un supermarché ou avec la police, le délégué défenseur des droits peut en effet intervenir. Et tout ce qui est aussi, et ça c'est récent depuis 2018 ou 2019, le délégué défenseur des droits peut en effet habiliter un lanceur d'alerte. Hein. C'est-à-dire que le lanceur, si vous souhaitez être lanceur d'alerte dans un domaine, le défenseur des droits peut vous habiliter. Ce qui en effet, à partir du moment où vous avez l'habilitation lanceur d'alerte, en tout cas le statut de lanceur d'alerte, ça vous évite tous les représailles qui peuvent derrière être mis en place. Donc voilà un petit peu les champs de compétences qui sont assez larges hein, du délégué défenseur des droits. Alors ces moyens d'intervention,
il faut savoir que, d'abord, le délégué, sa mission, c'est faire de la médiation. Hein, d'abord, vous le verrez, enfin je vous le dirai après dans les statistiques, aujourd'hui 75% des interventions du délégué, c'est avant tout de la médiation. D'accord ? Mais ensuite, il peut intervenir au niveau enquête. Il peut conduire une enquête, par exemple sur de la discrimination, il peut conduire une enquête dans une entreprise publique ou privée. Il a cette possibilité, il a cette capacité à pouvoir conduire, puisque les juristes du siège sont assermentés, donc peuvent conduire des enquêtes. Donc il peut y avoir, dans différentes, surtout dans la lutte contre les discriminations, la capacité de conduire une enquête. Il a aussi la capacité, puisqu'il est, alors je ne dirais pas le mot en latin, mais il est ce qu'on appelle l'ami de la cour. Donc il peut en effet déposer une information auprès d'un juge, que ce soit n'importe quel tribunal administratif, prud'homme. Il a la capacité de pouvoir déposer un avis ou une information auprès d'un juge. Et comme il est, comme on dit, ami de la cour, donc le juge prend en considération. Il faut savoir que ça ne s'est pas fait souvent, mais dans l'ensemble des cas où c'est arrivé, les juges ont suivi ce que disait le délégué défenseur des droits. On suivi ce que c'était le défenseur des droits. Donc on est bien dans plusieurs étapes. Médiation, ensuite possibilité d'enquête ou d'information, et ensuite en effet pouvoir soutenir des informations auprès des juges. Donc aujourd'hui, en chiffres, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 256 juristes au siège du délégué défenseur des droits, qui sont donc des salariés aujourd'hui au siège du défenseur des droits. Il y a 620 délégués dont je fais partie, donc délégués qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Les délégués, vous pouvez retrouver leur permanence dans les mairies. Je pense que dans certaines mairies, vous devez avoir un délégué présent sur la mairie qui peut en effet intervenir. Donc il y a 620 délégués, ce sont des délégués bénévoles. Il faut savoir que c'est fait sous la forme de bénévolat. Et il y a 82 JAD. Donc les JAD, c'est les jeunes services civiques qui, eux, vont faire la promotion des droits de l'enfant dans les collèges ou les lycées. Aujourd'hui, il y a eu 225 000 affaires, sollicitations du délégué défenseur des droits, et 74% ont été plutôt résolus par la médiation. Comment interpeller le délégué défenseur des droits ? Vous avez plusieurs possibilités. D'abord, la possibilité d'aller dans une permanence, si vous voulez, sur le site du défenseur des droits. Vous retrouvez les permanences des délégués sur l'ensemble du territoire. Alors, il faut savoir que c'est départemental, donc sur l'ensemble du territoire pour l'instant pour l'Île-de-France. Donc, vous pouvez le retrouver sur l'ensemble des territoires d'Île-de-France. Vous pouvez envoyer un courrier directement au délégué défenseur des droits au siège, ou envoyer un mail pour demander un rendez-vous. Il y a la possibilité aussi de pouvoir le faire par téléphone. Donc le délégué peut être facilement saisissable. Bon, il faut parfois s'armer de patience, parce que ils ont beaucoup de rendez-vous, les délégués. Parfois, il faut attendre 1 mois, 2 mois pour avoir un rendez-vous. Alors, vous pouvez bien évidemment aller sur une autre permanence, ça, c'est pas compliqué, mais les permanences des délégués sont énormément sollicitées. Et pour les discriminations, il y a une plateforme anti-discrime avec un numéro, le 3928, qui permet en effet, en cas de discrimination, de pouvoir appeler pour se faire défendre sur les discriminations. Alors, sur les discriminations, je vais juste rappeler que les discriminations, en tout cas nous en tant que délégués, quand on est saisi pour une discrimination, il faut qu'il y ait un faisceau de présomption. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait une preuve. On est juste sur un faisceau de présomption. Ça c'est important, c'est l'inverse avec la loi sur le harcèlement. Le harcèlement, il faut avoir des preuves. Sur la discrimination, il faut juste un faisceau de présomption. Alors c'est important de le savoir, parce que souvent on dit qu'il faut apporter des preuves. Non, il ne faut pas apporter des preuves, donc on est sur un faisceau de présomption. Voilà, là vous avez les textes de loi, merci Marie, vous avez les textes de loi qui apparaissent et qui permettent de voir. Et donc pour pouvoir définir ce que c'est qu'une discrimination, il y a trois critères cumulatifs. D'abord, un traitement moins favorable, d'accord. Ensuite, une situation, une situation comparable.
Ensuite, un motif prohibé, excusez-moi, et un domaine déterminé. Donc pour définir une discrimination, il faut qu'il y ait ces trois éléments et que je vais vous détailler dans les diapositives suivantes. Donc les critères il y a 25 critères de discrimination. Alors vous ne les voyez pas, il y en a 25. Évidemment, le handicap est dedans, l'origine, enfin bon, vous les voyez. Hein, donc voilà les critères, 25 critères. Donc c'est quand même assez important. D'abord, il y a 3 typologies. Donc les caractéristiques inhérentes à la personne, les libertés individuelles et collectives, et les caractéristiques évolutives ou modifiables. Hein. Donc vous voyez, bon, là je ne sais pas si tout le monde voit, mais si vous le souhaitez, de toute façon, ces éléments, vous pouvez les retrouver sur le site du Défenseur des droits assez facilement. Oui, sinon tu peux les envoyer, Marie, il n'y a pas de souci. Les domaines visés. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut en effet un traitement moins favorable dans un critère et dans un domaine visé. Donc les domaines visés, eh ben, c'est en effet l'emploi, hein, ça c'est super important, d'affiliation et engagement dans une organisation syndicale et professionnelle, parce que ça on l'oublie aussi, c'est qu'il y a beaucoup de discrimination syndicale. Alors nous on n'en parle pas beaucoup, je dis nous parce que j'ai à un moment donné fait partie de la CFDT, donc on n'en parle pas beaucoup, mais on est victime de discrimination. L'éducation, la protection sociale, la santé, les avantages sociaux, le logement et l'accès aux biens et aux services privés et publics. Donc voilà alors je ne vais pas vous faire un exercice, donnez-moi un exemple, mais voilà les trucs. Un traitement moins favorable, ça veut dire je n'ai pas eu de logement, par exemple, parce que j'étais en situation de handicap. Ben voilà, donc par rapport à quelqu'un qui l'a obtenu, là on est dans un traitement moins favorable par rapport à un critère qui est le handicap dans un domaine qui est le logement. Hein. Donc là, on retrouve. Donc je rappelle, sur les discriminations, c'est important, si un délégué a une suspicion, il peut intervenir directement auprès de la personne qui est incriminée, hein, auprès du mis en cause. Voilà. Et le mis en cause doit répondre au délégué. Il a une obligation de répondre, la loi, elle l'oblige à répondre. Ça veut dire que si un délégué interpelle un employeur public ou un employeur privé, ou même, moi ça m'est arrivé, une agence immobilière, un club de sport, sur la situation d'un jeune enfant en situation de handicap, le mis en cause a obligation de répondre au délégué. Alors bien évidemment, il n'est pas obligé d'aller dans le sens de la personne qui le discrimine qui lui dit ben voilà, c'est vous qui avez fait la discrimination, mais il y a une obligation de répondre. Hein. Ça c'est important. Moi, quand j'interviens, dans 90 à 100% des cas, les mises en cause me répondent. Hein. Alors ils m'apportent leur réponse, qui peut-être ne convient pas à la personne qui est venue me voir pour discrimination. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a une réponse, on a la possibilité d'engager ce qu'on appelle une médiation. Alors, il faut savoir que le Défenseur des droits, en 2025, c'est devenu une priorité parce que les délégués défenseurs des droits, enfin, le Défenseur des droits, n'est pas beaucoup sollicité sur la discrimination. C'est surprenant puisque, voilà, c'est quand même une de ses missions. Donc, ça est une priorité cette année en 2025. Donc vous le voyez, je vais aller faire court, je ne vais pas vous citer tout le tableau, mais si vous regardez les chiffres, vous voyez que en effet, les chiffres du handicap sont le chiffre le plus important sur lequel nous sommes sollicités. Hein, donc c'est en effet les discriminations liées à la situation du handicap qui, en effet, on va dire, sont l'une. Ça, c'est les chiffres de 2024. Donc on est sur 22%. Puis ensuite, vous voyez les origines. Et si on met l'état de santé avec le handicap, parce que bon, je ne dis pas que c'est les mêmes, mais bon, parfois c'est l'état de santé qui conduit au handicap, on peut s'apercevoir qu'on est à 31% en effet des domaines. Et si on regarde les répartitions par secteur d'activité, emploi privé et emploi public, vous voyez qu'on a aussi été sollicité pour 20% des cas par les salariés des employeurs publics. Alors, en matière de... celui-là, je vais peut-être le passer, parce que bon, on a un peu de temps. Peut-être les constats généraux en matière d'emploi sur le handicap. Alors,
Voilà. Bah alors, je vais aller assez vite. Donc vous le voyez hein, sur cette diapositive, bon, si vous avez le temps de le lire, vous voyez que bon, bien évidemment, l'emploi est le premier domaine de nos interventions, bien évidemment. On s'aperçoit en effet que le taux de chômage des personnes handicapées est bien évidemment supérieur à celui des personnes valides. Et vous voyez qu'en effet, nos actions, elles sont. Il y a eu un baromètre avec l'OIT qui est fait avec le Défenseur des droits, parce que le Défenseur des droits travaille beaucoup avec l'OIT, qui donne un peu ces chiffres. En dessous, on a quelques exemples, en effet, de sollicitations de cas sur lesquels on a été sollicité. Donc, aménagement tardif. Là aussi, je profite de ce diapositive où vous parlez, on peut être harcelé parce que, enfin, on peut être discriminé, enfin, on peut être harcelé, on peut être harcelé et discriminé à la fois. Ça veut dire que la discrimination peut conduire à du harcèlement. Hein. Et ça, il faut savoir que les deux sont pris en compte par le délégué. Le harcèlement, le délégué défenseur des droits ne prend pas le harcèlement en compte. Ça, c'est pas notre rôle. Nous, on est juste sur la discrimination ou l'harcèlement, on va l'expliquer, c'est qu'il manquait de moyens et qu'il expliquait aussi que par rapport au privé, c'était à la GFIP, c'était compliqué pour eux. Et j'étais quand même un peu surpris parce que c'est quand même l'organisme qui doit aménager les postes. Et on a aussi évoqué la complexité des reconversions dans le public, de cette difficulté pour les personnes en situation de handicap de pouvoir se reconvertir quelque part et de pouvoir avoir Et donc j'étais un petit peu surpris. Donc je voulais juste vous faire part de ça pour dire que bon, en effet, en face, il y a quand même une structure qui normalement devrait travailler, qui le fait peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas les délégués qui étaient présents avaient l'air eux-mêmes, ils disaient qu'il n'y avait pas énormément de moyens pour pouvoir agir. Merci beaucoup. Merci Frédéric, merci Vincent. Juste pour conclure, parce que du coup le temps il passe et du coup on n'a même pas eu le temps d'échanger. C'est du coup quand même un sujet hyper passionnant et on pourrait en parler pendant des heures. Donc juste pour information quand même, c'est que le syndicat a organisé avec Frédéric Klein une journée des permanents qui sera fin 2025, je crois que c'est au mois de novembre 2025. Et du coup là on aura toute une journée pour pouvoir aborder tous ces sujets-là. Voilà, merci.